if Rhaenyra succeeds him, war will follow. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque je suis accompagné d'Adam. Bonjour Adam. Bonjour Antoine. Alors tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Adam Bros et sur laquelle tu parles beaucoup de pop culture de manière très diverse et super intéressante, et notamment tu parles parfois de réception de cette pop culture, et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a en ce moment un duel un peu particulier dans le domaine des séries, qui oppose d'un côté House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, et de l'autre Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. Et bah justement, la première question un peu, c'est pourquoi c'est un peu inévitable de comparer ces deux séries-là? Bah déjà parce que c'est deux séries quand même d'heroic fantasy, enfin qui se déroulent dans des univers qui sont certes différents, mais qui reprennent des codes d'un genre qui sont quand même assez similaires. Et aussi sur le budget, parce qu'on peut se dire, bon, si c'était une petite série indépendante face aux monstres d'Amazon Prime, ok, mais même House of the Dragon a quand même un budget même plus élevé que les premières saisons de Game of Thrones, si j'ai bien compris. Même que les dernières, puisqu'on parlerait de 20 millions de dollars par épisode, ce qui est quand même conséquent, puisque même Game of Thrones avait un peu en dessous de ça avant, ou plus autour de 15 à 18 millions, donc c'est proprement gigantesque pour des séries de cette ampleur-là. Exactement, donc voilà, donc on a deux séries qui sont sur des ampleurs un peu similaires, même si Amazon Prime a l'air d'être encore au-dessus, et donc qui se déroulent dans des univers un peu similaires, et aussi qui s'appuient sur des franchises déjà bien établies de la pop culture, avec une communauté de fans qui est, et je crois qu'on en reparlera, assez ancrée aussi et assez soudée. Donc c'est pour ça que ça me paraît assez inévitable de les comparer quand même. Oui voilà, parce que nous c'était un peu un débat où beaucoup de gens, notamment sur les commentaires d'écranage, nous reprochent d'amener une comparaison entre les deux séries, mais ça me paraît assez inévitable et c'est même assez important puisque finalement les deux séries ont choisi de s'affronter sur un créneau qui est quasiment le même, ce qui est de plus en plus rare pour des séries de ce type, où souvent Netflix, Disney+, et Amazon Prime vont justement éviter de rentrer trop en compétition au même moment. Et là, on a deux séries qui entrent en opposition de manière assez frontale avec deux univers, comme tu le disais, extrêmement établis, qui sont inspirés l'un de l'autre, du moins, enfin quand même deux séries d'heroic fantasy où du moins l'univers de Martin est foncièrement inspiré par celui de Tolkien, donc c'est quand même pas un hasard que les deux entrent en compétition comme ça. Et bah, la question c'est déjà quelle est toi ton attache par rapport à ces deux univers-là, et on va en arriver après sur est-ce que finalement c'est inévitable qu'il y ait un gagnant et un perdant dans ce combat. Ouais, alors sur les attaches, alors moi je suis un grand fan des deux, vraiment je connais tout par cœur. Alors non, je vais commencer par celui avec lequel j'ai le plus d'attaches, donc Le Seigneur des Anneaux, j'en ai vu un. Donc un film. Un film, le premier, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit il faut absolument que je voie les autres au cinéma, et j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc je les ai pas vus, donc autant dire que je sais qu'il y a Gollum quoi. Vraiment, c'est bien. Et que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Ok. Donc voilà mon niveau de connaissance sur le sujet. Et Game of Thrones, j'ai regardé 15 minutes du premier épisode il y a 5 ans je pense. Okay. Voilà. Et j'avais un pote qui me racontait tous les épisodes de la fin de saison et à quel point il détestait la dernière saison au lycée. Donc voilà, c'est à peu près le seul truc, et j'ai des repères, et je me suis fait spoil, évidemment comme tout le monde, toutes les grandes morts sur Twitter tous les 6 mois. Mais sinon, j'ai rien vu quoi. Et c'est justement ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça que c'est cool que tu sois avec nous pour en parler, puisque du coup toi tu t'es lancé dans ces deux séries-là, avec un œil neuf et justement sans trop d'attache, ce qui est assez intéressant parce que bon moi du coup en parallèle, bon Le Seigneur des Anneaux j'ai lu les bouquins quand j'étais plus jeune et bon même si je les ai lus une fois et j'y suis pas revenu, et j'aime beaucoup les films que je me remate assez régulièrement, y compris Le Hobbit, parce que Le Hobbit c'est vachement plus cool que vous ne le croyez, mais c'est vrai que bon voilà, je suis fan du Seigneur des Anneaux mais comme à peu près n'importe qui, donc ce qui fait que malgré tout là, en n'ayant pas lu le Silmarillion, je rentre dans les Anneaux de Pouvoir qui s'attellent du coup au second âge en ne sachant pas trop à quoi m'attendre, en sachant juste que bon, Sauron est là, a priori. Et pour Game of Thrones, comme beaucoup de gens, moi j'ai attrapé la série en cours de route et j'ai trouvé ça vachement bien, mais j'ai jamais lu les livres, mais j'ai beaucoup aimé Game of Thrones au moment où ça existait. J'étais comme tout le monde assez fan des dernières saisons jusqu'à la 8. Et du coup, par contre, c'est vrai que du coup j'attendais beaucoup House of the Dragon, même si j'avais une très légère méfiance, mais ça du coup on va pouvoir aussi en reparler. Bah grave, non c'est ça, moi j'y suis allé avec un regard neuf, et aussi parce que les deux séries se vendaient comme des préquels qui étaient accessibles. Donc moi j'ai dit allons tester si c'est vraiment accessible, parce que moi c'est deux univers qui en fait contre lesquels j'ai absolument rien, je les ai pas regardés par conviction en disant non moi je regarderai pas, regardez je suis différent et tout. C'est juste que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de me plonger dans ces univers. Game of Thrones, quand il y a vraiment eu la hype et quand j'avais l'âge de m'y intéresser, donc vers 15-16 ans, il y avait déjà 4 ou 5 saisons je pense, facile, 4 saisons.
j'avais un peu la flemme de me les taper, pour être tout à fait honnête. Et comme j'ai dit, Le Seigneur des Anneaux, je crois que j'arriverai pas à me faire à l'idée de les regarder, de les découvrir sur ma télévision chez moi dans mon petit studio. Donc là, c'était en mode, c'est la porte d'entrée parfaite pour ces univers. On me propose de les regarder une fois par semaine et d'entrer sans avoir besoin de connaître quoi que ce soit. Et effectivement, à ce jeu-là, il y en a un des deux qui réussit un peu mieux. Donc lequel du coup selon toi? House of the Dragon pour l'instant, moi, m'a beaucoup moins perdu. C'est-à-dire que Rings of Power, il y a des personnages dans tous les sens. Et alors je sais que Galadriel, voilà, je l'ai vu dans le premier film, je connais un peu. Il y a aussi un autre elfe, j'ai oublié le nom, Elrond du coup, qui est dans les films, de ce que je sais. Et Sauron évidemment, mais sinon le reste, je comprends pas le rapport en fait. C'est juste, je capte pas le rapport. Donc je vois des histoires, je vois des personnages qui font des trucs, et je suis en mode ok, c'est bien, ils font des trucs. Mais je capte pas de big picture, tu vois, genre la grande image, je comprends pas où ça va. Là où House of the Dragon, en se recentrant sur une famille, on comprend où ça va en fait. On voit les enjeux, on voit le roi défaillant, on voit que ça tend vers globalement une guerre civile et tout le monde qui se fout dessus, alors que pareil, j'avais aucune connaissance et donc je suis beaucoup plus attaché et beaucoup plus investi dans l'histoire d'House of the Dragon qui me semble avoir une ligne directrice plus claire que Rings of Power. Ouais. Là-dessus, je te suis un petit peu parce que moi, je suis très très fan d'House of the Dragon depuis que ça a commencé. C'est surtout avec Simon qu'on s'en occupe et on est vraiment tous les deux très très fans de ce que la série a proposé pour l'instant. Et sur Le Seigneur des Anneaux, je suis un peu de l'avis de Mathieu qui a sorti une vidéo sur notre chaîne YouTube sur les 2 premiers épisodes où effectivement, non seulement je trouve le premier épisode assez laborieux pour finalement poser un peu façon carte postale tous ces éléments divers pour pouvoir après les rassembler. Donc on se doute que ça se rassemblera à un moment donné. Mais pour l'instant, avec finalement des enjeux qui me paraissent assez trop distillés dans le temps et où je vois pas totalement ce que ça veut me raconter. Mais du coup, alors déjà, on voit que ce qu'on dit tous les deux est un peu le son de cloche qu'on peut voir sur les réseaux sociaux pour les 2 séries, où effectivement House of the Dragon a pour l'instant une meilleure réception que celle de Rings of Power. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que pour les 2 séries, il y a des enjeux qui me paraissent quand même très importants. Donc on parlait effectivement du prix extrême de la série d'Amazon qui est, semble-t-il, la plus chère de l'histoire et qui veut du coup imposer un méga blockbuster alors qu'elle n'en a pas vraiment, à l'exception peut-être de The Boys, mais par rapport à Netflix ou Disney+, qui a des franchises très marquées, Amazon n'a pas encore grand-chose sur quoi se reposer. Et de son côté, HBO a un autre enjeu, lui, c'est d'arriver enfin à marquer des spin-offs de Game of Thrones, qui était jusque-là sa méga poule aux œufs d'or, ou aux œufs de dragon d'ailleurs, mais en même temps de devoir se racheter pour l'échec de la saison 8 de Game of Thrones, qui pour certains a vraiment été tellement cataclysmique qu'ils n'ont pas du tout envie de replonger dans cet univers. Ouais, et qui finalement, de ce que j'ai vu, ont quand même replongé en fait. J'ai vu très peu de gens dire « Ah non, moi j'ai pas aimé la dernière saison de Game of Thrones » et House of the Dragon, pareil, je peux pas, j'ai essayé un épisode ou 2, finalement je peux pas. Tous mes amis qui ont pas aimé la dernière saison de Game of Thrones, ils m'ont dit « Non mais là, House of the Dragon, on a l'impression de revoir les premières saisons avec du budget en plus, c'est génial. » Et effectivement, il y a un enjeu pour HBO du coup d'aller rechercher ce succès critique et populaire et cet engouement surtout aussi qu'ils avaient réussi à créer autour de Game of Thrones. Et pour pour Amazon Prime, c'est effectivement avoir ce méga blockbuster et aussi ce succès critique. C'est-à-dire que Amazon Prime a des séries qui fonctionnent bien, The Boys, même Invincible en série animée, je sais que ça a son petit succès auprès des fans de pop culture. Mais il a jamais réussi vraiment à accrocher le grand public avec comme un Stranger Things, comme peut le faire Netflix ou ce genre de truc. Et pourtant, comme tu l'as dit, c'est essentiel pour une plateforme de streaming parce que c'est aussi ça. Il y a 2 étapes. La première, c'est de pousser les gens à s'abonner. Et la deuxième, c'est que les gens restent et se désabonnent pas. Et pour qu'ils se désabonnent pas, il faut qu'ils puissent se dire « Ah non, mais c'est vrai qu'il y a la saison 2 de ma série événement qui va sortir bientôt, je peux pas me désabonner, il faut que je l'ai vue. » Et il manque de cette série qui nous empêche de nous désabonner. Et je pense que Rings of Power a complètement cette ambition. Et mine de rien, oui, c'est quand même de grandes ambitions. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, je pense que là où HBO a pour l'instant vraiment frappé très fort, c'est qu'ils ont su trouver l'équilibre parfait entre à la fois le renouveau pour justement que les gens se disent on n'a pas juste une ressucée de Game of Thrones, mais en même temps un terrain un peu connu quand même pour que les gens soient pas perdus. Donc effectivement, en resserrant sur la famille Targaryen, ils arrivent à tirer un truc où on se dit ah en même temps je connais, mais en même temps c'est 200 ans avant, donc la dimension géopolitique est totalement différente. Et on n'est pas justement avec 10 000 personnages éclatés aux divers confins de Westeros. Et je pense que c'est pas inintéressant quand on sait que HBO avait lancé
pas moins de 5 projets différents de Il spin-off, faut voir ça, ouais. dont un qui était pour le coup le plus avancé pendant longtemps, qui s'appelait Blood Moon, qui était donc censé se passer des milliers d'années avant Game of Thrones et devait raconter un peu la jeunesse des marcheurs blancs, donc voilà, tout ça, sauf qu'ils ont tourné le pilote qui a visiblement été mal reçu par HBO, et surtout je pense que HBO a pris peur en se disant « Ah oui, mais il n'y a pas de dragon, il n'y a pas des trucs qu'on attend quand même de Game of Thrones, c'est trop éloigné », donc parce que t'étais un peu avec des sortes d'hommes des cavernes de l'époque, Ouais. tu vois, des trucs vraiment, c'était vraiment très primitif comme délire. Donc visiblement là j'ai l'impression qu'avec House of the Dragon, malgré le tâtonnement qu'ils ont eu depuis 2019, bah ça y est, ils ont trouvé leur truc et ça a l'air de prendre quand même. Non, bien sûr, complètement. Et puis surtout, ce que je trouve fort avec, comme tu l'as dit, le fait de resserrer dans House of the Dragon, c'est qu'on s'attache plus facilement aux personnages. Parce qu'il y en a moins et ils sont plus creusés, j'ai l'impression, ils sont plus approfondis. Là où dans Rings of Power, vu qu'on a du mal un peu à voir quels sont leurs enjeux, leurs buts, où est-ce qu'ils vont, d'où ils viennent, et ben moi j'ai plus de mal à m'attacher à eux. Encore plus quand je sais que la plupart, de toute façon, ils vont survivre à la fin de l'aventure parce qu'en fait, ils sont dans les films. Donc Galadriel, quand elle se noie dans le premier épisode, je sais qu'elle va pas se noyer en fait. Enfin, pour le coup, ça enlève un peu de cette force à la scène. Là où dans House of the Dragon, alors je sais pas, vu que j'ai pas vu la série Game of Thrones, donc peut-être qu'on a des échos dans Game of Thrones de on sait que tel personnage a survécu ou quoi, mais moi j'ai aucune idée de. Je sens qu'à chaque épisode, Il peut se passer un truc. il y a un personnage qui peut partir, quoi. Ouais. Sur un coup de lame, il y a un personnage qui... Ce qui a toujours été aussi l'attrait de Game of Thrones et que là ils arrivent à retrouver paradoxalement avec une série qui ne peut que mal se finir, puisqu'a priori les spectateurs qui même n'ont regardé que d'un œil un peu distrait Game of Thrones savent que les Targaryens ont très mal fini, et puis c'est pour ça que Daenerys galère à essayer de remonter la pente qu'elle est toute seule. et qu'elle est toute seule. Donc a priori les Targaryens ont pas mal bouffé suite aux événements qui vont se dérouler dans la série. Donc, effectivement, c'est à la fois risqué, parce qu'on peut se dire du coup qu'on va se perdre, mais je trouve que moi il y a une dimension de tragédie grecque un peu inévitable qui se déroule dans House of the Dragon qui pour l'instant moi prend très fort avec moi. Ouais, mais je trouve la comparaison avec la tragédie grecque vraiment excellente. C'est on voit les vices des personnages et on sait qu'à un moment ça va leur retomber dessus, mais ça monte lentement. C'est-à-dire que c'est pas pour autant du jour au lendemain tout s'effondre et on a tout perdu. C'est petit à petit, on voit des petits trucs qui s'effondrent, des petits trucs qui s'effondrent, des affrontements qui se lancent, des problématiques qui s'enveniment un peu. Et c'est vrai que c'est très plaisant à regarder parce qu'à chaque fois on se dit mais comment vont réagir, et on voit un peu, notamment là pour l'instant le roi Viserys qui essaye un peu de boucher tous les trous en disant non mais alors là ça va aller, non mais là c'est bon, et en fait on sait bien qu'à un moment le tuyau il va exploser quoi. C'est ça. Et on rêve de voir le tuyau exploser. Donc du coup, bon, on parle de tout ça, mais est-ce qu'il y a un gagnant réel? A priori pour l'instant, alors au moment où on enregistre cette vidéo, je précise quand même qu'on a vu les 4 premiers épisodes de House of the Dragon et les 3 premiers de Rings of Power. Donc au moment où on enregistre cette vidéo-là, il semblerait quand même qu'il y a un réel gagnant en termes du moins de vues, et c'est House of the Dragon. Ce qui peut être surprenant, puisqu'on se disait qu'Amazon Prime, avec son rouleau compresseur, qui avait un marketing énorme depuis de nombreux mois, allait tout écraser sur son passage. Et pourtant, alors si on en croit les chiffres de Samba TV, qui est un système qui récupère des données de certaines télévisions américaines, mais pas toutes, donc c'est toujours des chiffres à prendre un peu avec des pincettes, il semblerait que sur ces 4 premiers jours, House of the Dragon a rassemblé pas moins de 4,8 millions de spectateurs, de foyers, pardon, pas de spectateurs, de foyers, justement, c'est ça la notion qui est très intéressante, contre 1,8 pour Rings of Power, je me perds avec tout ça, ce qui est quand même assez intéressant, puisque du coup ça ferait que, a priori, House of the Dragon serait pour le moment la série qui a connu le plus gros démarrage de l'année, derrière quand même d'autres rouleaux compresseurs, d'autres rouleaux compresseurs comme Stranger Things saison 4, ou Obi-Wan Kenobi, donc quand même voilà, et justement Rings of Power en comparaison n'est que 4e en termes de démarrage, n'est même pas sur le podium, et surtout, alors là aussi c'est compliqué parce que les plateformes de streaming parlent très peu de leurs chiffres, mais selon HBO, si on compte à la fois HBO tout seul, donc la chaîne de télévision en linéaire, et HBO Max, eux prétendent que sur la première semaine, le pilote de House of the Dragon a réuni pas moins de 20 millions de spectateurs différents, ce qui est proprement énorme, parce que c'est même plus que le final de Game of Thrones, qui lui en avait récolté à peu près 19,3 millions, donc c'est incroyable que sur leur début de série, ils arrivent à faire aussi bien que la fin de la série précédente. Là où pour l'instant, Amazon Prime parle de 25 millions vaguement pour Le Seigneur des Anneaux, mais on ne sait pas trop si ça concerne les 2 premiers épisodes, que le premier, enfin c'est un peu flou, et je pense qu'ils s'amusent à le garder flou d'ailleurs. Et ce qu'il faut souligner aussi, notamment en tant que Français, c'est qu'en plus, House of the Dragon est aujourd'hui chez nous beaucoup moins accessible que Rings of Power, parce qu'il est via OCS,
qui est un service qui a quand même un peu d'abonnés, mais qui a quand même beaucoup moins d'abonnés, je pense, que Amazon Prime, en tout cas qui a une force de frappe qui est quand même beaucoup moins importante qu'Amazon Prime, puisqu'on n'a pas HBO Max ici du tout, et donc c'est quand même, normalement il part avec un handicap. Et pourtant, de ce que j'ai vu en France, alors on n'a pas du tout les audiences, mais même si on regarde les recherches Google ou même les tendances sur Twitter, etc., House of the Dragon semble faire au moins jeu égal, voire a l'air Voire au-dessus. ouais, voire au-dessus sur Google, sur les recherches Google et bien au-dessus, alors que pourtant il est entre guillemets moins bien distribué, si on reprend les termes du cinéma, que Rings of Power, qui en plus se permet d'avoir des affiches absolument partout dans la ville. Des bandes annonces au cinéma, Ouais. ce qui est aussi nouveau, hein, enfin mine de rien pour des séries Amazon. Et ce qui est très intéressant, c'est que Amazon parle pour l'instant de son meilleur démarrage en termes de séries, mais si on parle de démarrage tout court sur Amazon Prime, ce n'est pas le meilleur démarrage d'Amazon, puisque The Tomorrow War et Sans aucun remords ont fait des meilleurs démarrages sur leur premier jour de sortie, notamment aux États-Unis, que Rings of Power, ce qui est quand même assez improbable. Ah ouais, et qui doit être assez humiliant, quoi. Enfin, c'est quand même parce que c'est deux films qui sont loin en plus d'avoir marqué la pop culture et les communautés de fans. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, du coup, c'est effectivement, comme on le disait au début, le fait que les deux séries sortent au coude à coude. Donc d'un côté avec Rings of Power qui sort tous les vendredis matins sur Amazon Prime avec un nouvel épisode, et House of the Dragon qui lui débarque sur HBO le dimanche soir aux États-Unis, donc pour nous dans la nuit du dimanche à lundi. Est-ce qu'on peut parler finalement quand même d'un truc qui me paraît assez intéressant, c'est que pendant très longtemps on parlait de duel à la télévision, à l'époque où il n'y avait que le linéaire et pas encore le streaming, et que du coup t'étais obligé de choisir quelle chaîne t'allais regarder, tu pouvais pas regarder les deux, ou alors fallait que t'enregistres en même temps, enfin voilà, que tu fasses des techniques pour pouvoir regarder tes deux séries en même temps, mais a priori il y avait des choix et des audiences. Là, est-ce que finalement on n'est pas en train de revenir à une sorte de duel classique, alors que le streaming prétend depuis des années justement échapper au code de la télévision pour finalement presque mieux y revenir? Complètement, je pense qu'on est là-dessus et on est même sur une pente qui glisse vers quasiment la fin du binge-watching aussi. Hein. Parce que pour moi, c'est totalement lié. On est sur le retour. Je trouve que Game of Thrones avait une force énorme, même sur sa dernière saison, c'est ce rendez-vous. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, moi j'avais mon pote en terminale, tous les lundis matins, il venait me raconter en mode « Mais c'est pas possible, il y a Jon Snow qui a fait machin truc et tout ». Je disais « Mais ça va, calme-toi ». Il avait les yeux explosés parce qu'il s'était levé à 3h du matin pour le voir en direct. Parce que c'était impensable d'attendre 1 heure pour regarder son épisode de Game of Thrones. Là où Netflix est arrivé en disant non, mais nous maintenant, les séries elles sortent le vendredi à 9h et vous les regardez quand vous voulez dans le week-end, à la vitesse que vous voulez. Et il y avait moins ce côté événement, rendez-vous, et aussi on en parlait moins longtemps. C'est ce qu'on... C'est ça. Là où même Disney Plus tout de suite a réagi en disant nous on préfère que nos séries Marvel et Star Wars sortent avec un épisode par semaine, même les plus mineurs, pour qu'a priori, sur le temps, elle dure un peu plus longtemps, mais... Parce que même si, encore une fois, on reparle de Stranger Things, qui est donc le gros blockbuster de Netflix, les gens en ont parlé, et qu'ils ont sorti en plus en 2 parties, donc ils ont commencé déjà à aller sur ce terrain-là, les gens en ont parlé pendant 10 jours, je pense, de la sortie, et après, c'était fini. Hein. Alors que le premier épisode d'House of the Dragon, je l'ai vu il y a 3 semaines, et je suis ici pour en parler, aujourd'hui. Et on est en train de parler d'actualité. On n'est pas en train de parler de « Ah oui, il y a 3 semaines, il y avait ce truc qui est sorti ». Et c'est aussi une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, et même moi, je pourrais sortir une vidéo sur House of the Dragon et être en plein dans l'actu 3-4 semaines après la sortie du premier épisode. Ouais. Alors que pour une série Netflix, si on sort une vidéo 3-4 semaines après la sortie, c'est fini. Les gens ils nous disent « Mais vous étiez où pendant 1 mois ?» quoi. Donc il y a cette force-là, effectivement, ce retour de l'événement et ce retour effectivement du duel. Alors, je pense qu'on peut regarder les deux, et la plupart des gens même vont regarder les deux. Hein. Mais il y a quand même ce choix. Moi, je le vois, notamment avec l'accumulation des séries qui vont venir, parce qu'il y a She-Hulk en même temps que je regarde par conscience professionnelle de fan Marvel de la première heure, mais qui se demande parfois ce qu'il fait là. Oui. Mais donc je regarde aussi, va y avoir Andor. Voilà, et ça c'est important de préciser qu'à la base Andor devait sortir fin août, et que finalement, pour éviter justement de se retrouver un peu coincé dans le duel House of the Dragon, Seigneur des Anneaux, ils ont repoussé au 21 septembre. La sortie pour le coup là aussi de 3 épisodes d'un coup sur les 12, comme le Seigneur des Anneaux lui a choisi de sortir ses 2 premiers épisodes d'une traite le premier vendredi, plutôt que de sortir que le pilote en fait. Donc ça aussi c'est un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que c'est une stratégie
intéressant de donner plus que juste le premier épisode pour donner envie aux gens de rester. Là où House of the Dragon a juste balancé son pilote tranquillou bilou et on en parlait en off mais avec des images magnifiques aux États-Unis d'immeubles dans lesquels on peut voir à chaque fenêtre que clairement les gens regardent l'épisode. Ce sont des dizaines dans le même immeuble à regarder l'épisode en même temps puisque les lumières changent au même moment et que effectivement tu parlais de rendez-vous et ça a toujours été la beauté de Game of Thrones jusqu'à ce que même Game of Thrones remplace les matchs de sport en étant diffusés dans les bars et que les gens regardaient avec leur bière la mort de Jon Snow en direct et pétaient les câbles. Jon Snow, il meurt. Oups, pardon. Non. Il revient après. Donc, Quoi ? Il revient après ? Ah merde, encore pire. Mais donc, ouais, non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on se rend pas compte parce qu'on n'a peut-être pas encore le recul nécessaire. Je pense que House of the Dragon tire même un peu de nostalgie. C'est-à-dire qu'il y a une forme de nostalgie de cette période, à la fois de Game of Thrones, mais même de cette période, alors que moi j'ai très peu vécu, parce que comme j'ai dit, j'étais trop jeune pour avoir vécu ça, où il y avait ce rendez-vous de tous les samedis soirs ou tous les dimanches soirs, on regardait notre épisode de série, Game of Thrones, mais pas que, et on regardait tous ensemble un épisode par semaine, et il y avait un côté très agréable et un côté confortable à ça, et je pense que il y a un côté nostalgique de se dire « Ah, c'est vrai, comme à l'ancienne, quand on regardait Game of Thrones, tu te souviens, les premiers épisodes ?» Et la stratégie aussi de sortir 2-3 épisodes d'un coup, le premier jour, je pense, c'est important pour faire une sorte d'événement. C'est-à-dire, on lance pas juste la série, c'est d'un seul coup, il se passe vraiment quelque chose, on veut que les gens en parlent beaucoup, il y a beaucoup de contenu qui sort d'un coup, on a envie que les gens créent du contenu aussi, par exemple les youtubeurs, ils ont plus de matière pour créer du contenu que simplement s'ils sortaient le pilote en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a cette stratégie-là aussi de sortir les 2 épisodes d'un coup, et ensuite de faire un épisode par semaine. Est-ce que c'est pas un peu un aveu d'échec de la part d'Amazon quand même de te balancer sur une série qui n'a en plus que 8 épisodes les 2 premiers qui, moi, j'ai quand même l'impression, sont un peu là pour te dire bon, le premier, il pose vraiment les fondations, mais t'inquiète, sur le deuxième, il commence à se passer des trucs. Justement, il y a Galadriel dans l'eau, il y a un gros monstre, il y a des trucs qui se passent, donc tu fais ok, très bien, là, ça me réveille un peu. Mais est-ce que aussi, c'est pas, je dirais presque une perte sèche de t'as tellement de lore à poser que finalement, en soi, les épisodes t'ennuient un petit peu et que pour qu'il se passe réellement quelque chose, il faut attendre l'épisode 2, là où House of the Dragon arrive à vraiment très bien ramasser par le savoir-faire que HBO a toujours eu en la matière, un truc où tu as tous les enjeux qui sont posés très tôt, et dès l'épisode 1, il se passe déjà des trucs très très importants. Mais là, tu as souligné quelque chose d'important, comme tu as dit, le savoir-faire d'HBO. HBO sait faire des séries, et a toujours su faire des séries, quand on voit leur historique de séries cultes, et du coup, ils savent commencer une série, ils savent faire un pilote qui accroche. Là où Prime, je pense, n'a pas ce savoir-faire, en tout cas dans les équipes de Prime visiblement un peu moins, et effectivement, s'ils nous avaient servi juste le premier épisode pilote, déjà que les 2 ça a été difficile, mais juste le premier en 1 contre 1 avec House of the Dragon, mais je pense qu'on le montre à 100 personnes au hasard dans la rue, mais il y en a 95, si jamais ils doivent choisir de suivre une seule série, mais ils choisissent direct House of the Dragon, ils disent mais attendez, c'est beaucoup plus attrayant, ça nous met beaucoup plus dedans, mais parce que HBO a cette culture de la série, qu'a pas encore Prime, et que Prime va sûrement développer sur les futures années, mais que pour l'instant Prime n'a pas encore, et qui fait qu'en un épisode, ils peuvent s'attraper et dire tiens, viens, tu vas passer les 10 prochaines semaines avec moi, tous les lundis tu vas regarder un petit épisode, on va bien s'amuser ensemble. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'était un peu l'intérêt de faire cette vidéo, c'est que j'ai quand même l'impression que ce duel de série n'est pas seulement un duel entre 2 univers d'heroic fantasy extrêmement populaires, c'est aussi, mine de rien, quand même un affrontement d'une sorte d'ancienne garde de la télévision et de nouvelles gardes qui prétendent depuis bientôt 10 ans qu'il va réinventer la roue via le streaming pour finalement nous dire que en fait c'est peut-être plus compliqué que ça. Ouais, j'ai même envie de dire réinventer la roue du temps quoi. Bien. Bon alors du coup en disant tout ça, c'est vrai que ça amène aussi une autre question, c'est qu'on parlait de l'idée du gagnant, du perdant, mais Amazon n'a pas vraiment le droit de se planter avec une série aussi chère et surtout à partir d'un univers qui est limite encore plus important que celui de Game of Thrones aux yeux du public, puisque Tolkien a ses fans en littérature, au cinéma maintenant depuis quand même un long moment. Pour toi, est-ce que c'est justement, le risque, il est surtout là en fait? Complètement, et puis surtout les fans de Tolkien n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que la dernière adaptation, comme tu l'as rappelé, c'est Le Hobbit, qui en plus avait pas fait l'unanimité, malgré tout. Il est vrai, tu as raison. et qui date d'il y a 10 ans quasiment pour le premier, ouais. Au moins.
Donc ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien eu, là où Game of Thrones, c'était il y a 3-4 ans. C'est ça. Donc c'était il y a quand même un peu moins longtemps. Et sachant que Game of Thrones, en plus, les livres sont pas finis. Et donc il y a peut-être encore un espoir qu'ils sortent, de ce que j'ai compris, un jour. Non mais donc les fans de Game of Thrones avaient, quoi qu'il arrive, une promesse que leur univers allait continuer d'un moyen ou d'un autre. Là où les fans de Tolkien, en vrai, après le Hobbit, de ce que j'ai compris, il y avait des projets à droite à gauche, mais c'était pas très clair. Et donc il y avait une vraie attente, à mon avis, de dire ok, ça fait longtemps qu'on n'a rien eu à se mettre sous la dent. On attend quelque chose de conséquent, sachant que la dernière adaptation, alors certes c'est le Hobbit, mais le Hobbit est plus ou moins, enfin est relié au même univers, de ce que j'ai compris, que du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui était quand même qui était Un gros morceau. ouais, un gros morceau et une grosse réussite. Et surtout, Rings of Power prétend quand même être vraiment dans la continuité. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est aussi le paradoxe, et peut-être ce qui joue en leur défaveur, c'est qu'il nous parle quand même d'un truc autonome qui existe dans son coin, qui en plus prend une époque fantasmée par les fans, qui n'a jamais été exploitée sur grand écran, mais qui, donc celle du second âge, mais en même temps, non seulement en nous ressortant des personnages qu'on connaît, mais aussi en ayant un rapport esthétique qui est volontairement relié au choix de Peter Jackson. C'est-à-dire que déjà, on a quand même le thème musical principal qui est composé par Howard Shore, celui qui avait donc fait les thèmes absolument magnifiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. On a quand même, dans l'esthétique globale des costumes et des décors et même de la mise en scène, avec notamment ces travelling sur des longues étendues avec les personnages qui passent dans l'autre sens pour créer une dynamique de parallaxe, on a beaucoup de choses qui quand même me rappellent ce que Jackson faisait à l'époque. Ça a ses spécificités aussi, notamment via la présence de Juan Antonio Bayona sur les 2 premiers épisodes, qui est un très très grand metteur en scène, je le rappelle toujours. Et mine de rien, bon, c'est quand même... je pense que c'est aussi le problème de la série, d'avoir cette ambition-là de se relier à Jackson, tout en prétendant qu'en même temps, elle s'en éloigne. Et je pense que pour les fans, c'est à la fois confus, mais aussi du coup, la comparaison avec les œuvres des années 2000 est inévitable. Bah oui, complètement, mais de toute façon, la série Rings of Power est vraiment le cul entre 8 chaises, entre l'adaptation de Tolkien, entre l'adaptation de Peter Jackson, entre leur nouvel univers qu'ils veulent créer. Et en fait, c'est aussi le problème, c'est que comme tu as dit, ça fait quelque chose de confus parce que moi, on ne sait pas à quoi c'est lié. À la fois, on peut leur reprocher de mal avoir adapté ou d'avoir changé quelques éléments, et à la fois, eux, ils s'en défendent, et c'est totalement logique en disant oui, mais c'est indépendant. Oui, mais si c'est indépendant, alors pourquoi autant faire dommage? Pourquoi pas proposer quelque chose de vraiment indépendant? Et je pense qu'en fait, à ce jeu-là, il risque de pas contenter les fans, qui vont trouver que c'est pas assez bien adapté et pas assez proche de l'œuvre originale. Et à la fois pas contenter les nouveaux comme moi qui sentent bien qu'en fait il y a un univers qui est lié à ça et dont ils n'ont pas les refs et qui se sentent un peu exclus en disant mais attends, mais pourquoi ils me montrent cette cité comme si c'était un truc vachement important alors que là c'est juste une ville un peu jolie avec des VFX super bien faits parce que il y a des dollars qui tombent du ciel quoi. C'est ça. Donc et il y a vraiment, et donc ouais, à mon avis du côté des fans ça va être ah oui mais non parce que la cité elle devait pas être exactement comme ça et ce personnage il devait pas être exactement à ce moment-là. Et du côté des non-fans, c'est mais pourquoi ils me montrent ça? Enfin, qu'est-ce qu'ils me racontent là? Et en fait, bah du coup, personne n'est vraiment satisfait. Enfin, en tout cas, c'est compliqué de satisfaire les 2 côtés. Et en fait, en voulant satisfaire les 2, je crois qu'ils ont réussi à contenter personne. Exactement. Et justement, c'est intéressant, on en arrive, comme quoi on a construit cette vidéo, vous allez voir, on en arrive un peu à l'autre duel, qui est finalement moins le duel des séries et le duel d'une ancienne garde et d'une nouvelle garde de la télévision, que d'un duel de communauté autour d'univers préexistants. Et là, c'est quand même un peu aussi là que le bas blesse. J'y aurais pas pensé. J'y aurais pas pensé. Non. Incroyable. Un duel de communauté. Un duel de communauté. Attends, c'est marqué. Ah oui, marqué. pardon. On l'a écrit sur notre fiche. Est-ce que du coup déjà, est-ce que les fans sont un peu, je dirais, obligés d'avoir un préféré finalement peut-être, surtout pour ceux qui seraient un peu ouverts comme moi, qui aiment à la fois Game of Thrones et le Seigneur des Anneaux, est-ce qu'on se sent peut-être un peu obligé dans une situation comme ça de se dire j'ai un préféré? Et comment à ce point-là, dans une situation comme celle-là, les réseaux sociaux sont primordiaux dans le succès de la série? Bah, je pense qu'il y a 2 mouvements. Il y en a certains qui vont dire justement non mais il faut pas comparer, il faut pas avoir de préféré, etc. Mais en réalité, il y a un cœur très fort de fans qui effectivement vont choisir un préféré, tout comme moi qui suis un peu le foot et le sport en général, ils vont choisir leur équipe de cœur et ils vont aller les défendre. Et on voit déjà les photos de profil House of the Dragon pulluler sur Twitter. Je pense que vous n'êtes pas épargnés par ces dernières.
Et voilà, et ça trompe pas, parce que d'un seul coup, il va y avoir une sorte d'effet de groupe. On se sent appartenir à un groupe de fans. Et c'est vrai que c'est plus simple de se sentir appartenir à un groupe de fans et donc de prendre position en disant moi je soutiens le House of the Dragon, ou moi au contraire je suis plutôt team Rings of Power, même si c'est vrai des teams pur Rings of Power, j'en vois finalement assez peu en fait. Ouais. La plupart des gens qui défendent Rings of Power ont plutôt cette position, non mais faut pas comparer les deux. Je vois assez peu de gens dire non, Rings of Power est vraiment mieux qu'House of the Dragon. Ouais. Alors que je vois des gens dire House of the Dragon est vraiment mieux que Rings of Power. Donc, mais effectivement, il y a complètement un duel entre guillemets de communauté et de fans. Notamment, on a rappelé les chiffres, mais à chaque fois que les chiffres ont été annoncés sur des tweets, il y a plein de gens qui disaient regardez, c'est la preuve que House of the Dragon c'est mieux, c'est la preuve que c'est la victoire de machin truc. Ouais. Sachant que pareil, en plus l'épisode même la série Rings of Power a été review bombed, comme on dit. Par des fans, globalement, en plus. C'est ça. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une volonté de descendre une série et d'en lever une autre vers les cieux, quoi. Et est-ce que c'est pas aussi parce que tout bonnement, on pourrait se dire que depuis maintenant que Game of Thrones existe, les fans de Game of Thrones ont leurs habitudes sur les réseaux sociaux, savent comment mettre en avant leur série, créer des mèmes avec, créer des gifs, en parler dès que l'épisode est sorti. Là où la communauté de Tolkien, qui on le voit, est globalement aussi une communauté qui est celle qui aime les livres à la base, et comme tu le disais, qui n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent au niveau Seigneur des Anneaux en termes de nouveaux médias depuis un certain temps, se disent bon bah voilà, est-ce qu'ils savent aussi bien utiliser ces outils-là pour mettre en valeur, ou au contraire d'ailleurs plomber leur série, que ceux de Game of Thrones? Non, mais d'ailleurs un des facteurs dont je parlais, c'est l'espace aussi d'attachement au personnage. J'ai vu par exemple le personnage de Daemon dans House of the Dragon, qui a désormais sa communauté de fans, qui sont ouais Daemon, il déchire tout, qui ont une pépé Daemon, etc. Là où Rings of Power, on voit bien que les fans, ils sont plutôt en mode oh l'univers, et ils défendent leur série en parlant de l'univers, etc. Alors que là où les fans de House of the Dragon ont bien compris comment défendre et comment mettre en valeur une série sur Twitter, c'est par des personnages, par des extraits sortis de leur contexte en disant waouh cette scène incroyable, ou au contraire oh, cette scène elle était horrible, etc. Là où Rings of Power, ils sont plus sages entre guillemets, et pourtant certains non, mais en tout cas ils défendent d'une manière un peu différente et avec moins les codes des réseaux sociaux, je trouve. Ouais. Là où encore une fois le final de Game of Thrones, enfin la saison finale de Game of Thrones sur les réseaux sociaux, c'était n'importe quoi. Je veux dire, et ne serait-ce que si on regarde les tendances Twitter, chaque tendance Twitter, c'était un autre personnage de Game of Thrones. Et là, c'est pareil. Le lendemain d'un épisode de House of the Dragon, il y a hashtag House of the Dragon, hashtag HOTD, Daemon, Rhaenyra, Viserys, et c'est les 5 premières tendances, quoi. Là où le lendemain de Rings of Power, il n'y a pas Galadriel en tendance. Ouais. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant avec ces séries, et notamment ce qui se passe autour de ces séries sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles s'ancrent complètement dans les débats actuels qui animent les réseaux sociaux, notamment le débat contre... Le débat. Les woke, ce fameux mot qui n'existe pas et qui ne veut rien dire. Mais oui. Non, qui veut au contraire, qui veut tout dire. Qui veut tout dire et rien dire en même temps. Bah, voilà, c'est le principe des mots qui veulent tout dire. Comme l'islamo-gauchisme, ça ne veut absolument rien dire, c'est génial. Donc ouais, mais effectivement, tu as totalement raison, parce que ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point, notamment le review bombing de Rings of Power est globalement lié à cette notion-là, notamment les fans hardcore de Tolkien en littérature qui visiblement n'ont pas assez lu les livres, parce que oui, les hobbits ont la pommade, c'est dit dans les bouquins, ont du mal avec certaines idées de la série, notamment sur la couleur de peau de certains personnages, ou te disent que Galadriel est trop puissante alors que Legolas était déjà très très puissant de manière assez ridicule dans les films, donc je vois pas en quoi c'est un problème. Et les personnages de fantasy sont trop puissants, hein. C'est le principe. Non, c'est un problème. Mais ce qui est marrant, c'est que notamment donc, la notion autant de la couleur de peau que du féminisme, voilà, comme quoi tout est lié, pose beaucoup moins de problèmes, j'ai l'impression, dans House of the Dragon, alors que c'est finalement tout aussi présent. Parce qu'on parle quand même, surtout là, je pense qu'on peut le dire maintenant au vu de l'épisode 3-4 d'House of the Dragon, que l'épicentre du récit, c'est vraiment ce rapport à la féminité, notamment de Rhaenyra et de Alicent, et de comment justement l'archaïsme de la société au sein de Westeros entrave ces personnages de femmes, et comment elles vont essayer de s'en dépatouiller en fait, et comment c'est même limite ça qui va provoquer la guerre civile. Ah non mais c'est ça ce que je trouve étonnant, c'est même, tu l'as dit, autant, mais même beaucoup plus, moi j'ai l'impression. Enfin, je vois beaucoup plus de messages féministes et woke, entre guillemets, dans le scénario d'House of the Dragon que dans celui de Rings of Power, mais de très loin, parce que comme on l'a dit, même le dernier épisode qu'a fait jaser pour ces scènes de sexe,
qui sont filmés donc par une réalisatrice, de ce que j'ai vu. C'est une réalisatrice qui a fait l'épisode et qui a expliqué que justement elle voulait montrer le regard féminin et on voit justement le point de vue féminin dans ces scènes, qui est quelque chose qui est quand même assez progressiste et au contraire qu'on n'a pas trop vu et qui est une vraie affirmation de progressisme par la réalisation. Ouais. Là où Rings of Power a des personnages noirs, quoi. Bon. Mais qu'est-ce qui explique cette différence-là, du coup, cette différence de réception entre les deux et cette violence énorme qu'il y a envers Rings of Power? Bah, je pense que les fans de Tolkien sont tellement attachés au matériel de base que de toute façon, la moindre virgule changée, même une virgule fantasmée, est un affront. C'est-à-dire que même si cette virgule n'existe pas, si eux, ils ont décidé que cette virgule existait, elle existe. Donc je pense qu'il y a ce côté-là. Et il y a aussi le côté un peu promo, comme j'ai dit, il y a un problème de communication pour moi, mais de ces mêmes géants du streaming, et même, enfin le pire dans le domaine étant probablement Disney, qui à chaque fois nous sort le premier baiser LGBT de chacune de leurs sagas, qui apparaît au fin fond, bien coupable. Coupé pour le public chinois. Exactement, bon, maintenant tous les films sont coupés, même complètement pour le public chinois, mais oui, même pour l'Arabie Saoudite, etc. Et en fait, ce qui donne l'impression d'avoir une sorte d'agenda politique en disant regardez, on met des personnages noirs, on est super progressiste. Et d'ailleurs, il y a une déclaration qui a été catastrophique en tant qu'étudiant en communication. Je ne sais pas comment elle est passée, d'un des créateurs de la série, il me semble, qui a dit oui, mais c'est normal qu'on adapte aux mœurs de notre époque Le Seigneur des Anneaux. Donc sous-entendu, en gros, c'est normal qu'on mette des noirs parce qu'aujourd'hui, il faut mettre des noirs dans la série. Ce qui est complètement compréhensible. Mais en fait, le problème, c'est que sorti de son contexte, cette déclaration, c'est du pain béni pour les fans anti-woke qui vont dire regardez, c'est la preuve qu'en fait, ils font ça juste pour la communication, qu'ils s'en foutent et que voilà, et qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter autour de ça. Là où en fait, House of the Dragon, tout le message progressiste est dans le récit et est dans la série. Il n'est pas du tout dans la promotion, dans le package autour. Exactement. En fait, dans regardez, enfin ils n'ont pas fait une campagne en disant regardez, on a proposé Game of Thrones mais version progressiste parce qu'on s'est adapté, on a compris que maintenant il y a des choses qui passaient plus. Non, ils n'ont pas besoin de le dire, ils le montrent. C'est vraiment le show don't tell, quoi. Oui, alors qu'en plus, c'est pour moi très présent, puisque Game of Thrones a longtemps provoqué effectivement des débats, notamment sur justement la représentation dans la mise en scène de ces scènes de sexe, de violence sexuelle en particulier, et même dans la complaisance que parfois la série pouvait avoir dans sa représentation de la violence. Là où je trouve que justement, notamment sur l'épisode 4, comme tu le disais, il y a quand même un regard sur les scènes de sexe qui est différent, qui est beaucoup moins à montrer des seins pour montrer des seins, et que je trouve beaucoup plus pointé vers le regard féminin, et ce qui est beaucoup plus intéressant pour le coup. Oui, plus intéressant et donc plus progressiste et entre guillemets plus woke si on en croit. Et pourtant, je n'ai quasiment pas vu passer un seul message se plaignant du wokisme dans House of the Dragon. Il doit y en avoir, il y en a forcément, mais j'en ai quasiment pas vu passer. Alors que dans Rings of Power, j'en ai vu passer plein. Et pourtant, Rings of Power, pour avoir regardé... Alors oui, ok, il y a une scène où Galadriel est un peu badass, mais bon, il y a des scènes où d'autres personnages sont super badass aussi. Et sinon, à part ça, il y a un elfe noir, mais bah oui, il est juste noir, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, la série est pas en mode regardez, il est noir, donc il n'est pas accepté. Donc non, il est vraiment juste noir, quoi. Et puis il y a du racisme entre les espèces dans le monde de Tolkien. C'est même d'ailleurs pas mal mis en avant que les elfes sont pas très appréciés depuis qu'ils ont envahi la Terre du Milieu. Donc a priori, ça fait partie du contexte dans lequel même a écrit Tolkien. Et on en vient d'ailleurs de toute façon à une question qui me paraît essentielle, c'est que les fans de Tolkien ont l'air de pas trop apprécier l'idée même d'adaptation, alors que une adaptation c'est toujours une bonne trahison aussi du matériau d'origine, et là en plus à partir d'histoires qui sont soit tirées du Silmarillion ou des textes inachevés, donc justement des textes pas finis pour la plupart, et qui de toute façon là impliquent sur une période aussi large dans la chronologie de la Terre du Milieu que de toute façon oui il faut faire des raccourcis parce que au-delà de la question woke, les gens n'apprécient pas aussi qu'on ramène des personnages qui ne sont pas censés se croiser dans la chronologie en interne, qu'on rassemble en une poignée d'épisodes des centaines d'années ou des choses comme ça, mais en même temps c'est essentiel pour une série qui n'a que peu d'épisodes et qui de toute façon va devoir te raconter une longue histoire sur le long terme en on ne sait pas combien de saisons, mais qui a ce besoin de trahir parce que sinon il n'y aurait pas de récit sériel viable pour une série comme ça. Oui, mais moi je pense même que justement ils vont pas assez loin dans la tradition. Comme je disais tout à l'heure, en fait, pour moi il fallait partir du principe que les fans hardcore de Tolkien allaient pas aimer l'adaptation. Non mais parce que en plus ils l'ont déjà leur adaptation qu'ils acceptent, à savoir celle de Peter Jackson. Et donc en fait il n'y en aura pas une autre qu'ils vont accepter parce que ils ont que celle-là en tête et c'est comme les fans de Snyder, maintenant qu'ils ont leur adaptation de Snyder,
ils accepteront aucun autre Batman, ou aucun autre. Il y en a plein qui accepteront aucun autre Batman ou aucun autre Superman qu'Henry Cavill. Parce que pour eux, c'est lui. Et donc, il faut partir de ce principe-là, et c'est pas très grave, hein, tant pis pour eux, c'est eux qui ratent du contenu, et dire, bon, bah tant pis, on va aller chercher d'autres gens, parce que, comme je dis, il y a plein d'autres gens à aller chercher. Ces gens-là représentent pas la majorité, loin de là. Au contraire, ils représentent une minorité, mais en fait, à force d'avoir voulu les draguer en leur disant non mais vous inquiétez pas, regardez, on a repris tel truc, mais en trahissant quand même l'œuvre parce qu'il faut la trahir, et bah eux ils se sont sentis floués, ils se sont dit mais attendez, en fait on nous a menti, on nous a fait croire à quelque chose et on nous a servi autre chose, alors qu'il fallait dire dès le début c'est complètement indépendant. Non, effectivement, on va trahir un peu les origines de Tolkien, enfin les récits de Tolkien, on n'a pas le choix, et on va faire quelque chose autre chose que l'adaptation de Peter Jackson. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que là, ce parcours-là qu'est en train de faire Amazon Prime et qui sont peut-être en train d'apprendre à la dure, c'est celui qu'a eu Disney avec Star Wars, avec donc cette postlogie, et puis même ces différents projets qui n'ont pas satisfait tout le monde, alors que le but était avant tout de retrouver l'aura de la trilogie originale, d'amener les gens à se rassembler après une prélogie qui avait déjà divisé, et finalement Disney s'est vite rendu compte que c'était pas possible en fait de ramener tous les fans de Star Wars, et qu'au contraire il fallait accepter l'idée qu'il y a une multitude de fans de Star Wars, et que l'idée maintenant c'est d'offrir à chacun son bout de gras en fait, son petit truc, son petit joujou, que chacun puisse s'y retrouver, et que si certains n'aiment pas une autre série, c'est pas grave, ils pourront regarder l'autre en fait. Et là peut-être qu'effectivement en tant que marque, parce que finalement c'est quand même aussi ça, c'est un duel de marque, là où Game of Thrones a réussi à faire accepter l'idée que oui, tout le monde n'allait peut-être pas aimer House of the Dragon par rapport à Game of Thrones, ou qu'au contraire ça allait choper de nouvelles personnes comme toi. Là pour l'instant j'ai l'impression que le Seigneur des Anneaux est un peu dans l'idée qu'elle veut tellement contenter tout le monde, avec d'un côté les fans des bouquins, les fans de Jackson et ceux qui veulent autre chose, que finalement pour l'instant elle n'arrive pas à contenter grand monde. Et c'est vrai que j'ai l'impression que du coup c'est un peu la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'au-delà de ces deux univers qui se confrontent, de ces formats qui se confrontent aussi, finalement ce qu'on retient de tout ça c'est avant tout une expérimentation de communication qui a l'air de fonctionner pour celle qui est déjà bien rodée dans l'exercice, et moins pour celle qui expérimente malgré son immense budget et qui s'est peut-être pris pour l'instant un petit peu les pieds dans le tapis. Exactement, ouais, qui s'est vu probablement trop beau, et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est HBO Max qui sort vainqueur, alors que c'est quand même la plateforme qui a l'avenir le plus incertain. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, moi il y a 3 ans on m'aurait vendu les deux projets. Si j'avais dû mettre 50 € sur un projet, j'aurais probablement mis mes 50 € sur Rings of Power. Et moi pareil. Et je pense qu'on aurait perdu 50 €. Voilà, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à Écran Large, mais aussi à vous abonner au site Écran Large, puisque pour quelques euros par mois, si vous en avez les moyens, bien entendu, on propose un abonnement sur le site qui vous permet d'avoir accès à plein d'articles exclusifs sur lesquels, pour lesquels on revient sur plein de films trop cool et très variés, sur lesquels on apporte une analyse approfondie. Alors par exemple, récemment, on est revenu sur Jour de tonnerre de Tony Scott avec Tom Cruise, ou encore sur American Beauty de Sam Mendes. Voilà, le lien vers cet abonnement est en description. Allez également voir évidemment la chaîne d'Adam qui sera également dans la description. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Dracadis. À la prochaine. Ouais, j'ai pas la rêve, c'est quoi Dracadis? C'est un truc dans House of Fuyez pauvre fou, on peut dire ça aussi. Voilà. Comme s'il y a les deux, ça contente tout le monde. À la prochaine. Au revoir.